Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Poutine à la barre, la Russie sans Poutine, tels étaient les slogans brandis par une majorité de jeunes issus de la classe moyenne, utilisateurs d'Internet et de réseaux sociaux à Moscou. Mais Vladimir Poutine refuse toute remise en cause du résultat des élections législatives. C'est dans ce contexte un peu tendu que la Russie officialise son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, une étape importante pour un pays épinglé par l'OCDE qui dénonce sa corruption endémique. Une Russie sans Poutine est-elle possible? Le président Dmitri Medvedev, qui incarnait la rénovation, a-t-il déçu? La modernisation du pays ne connaît-elle pas un temps d'arrêt alors même que l'Europe regarde vers les BRICS pour l'aider à surmonter la crise de la dette? On en parle avec mes invités. Hervé Druard, président du groupe de conseil et de services Salveo, et également l'économiste Julien Vercueil, maître de conférence à l'INALCO, donc à Languedoc Paris. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors Julien Vercueil, je voulais commencer par vous. La Russie est-elle en train de vivre, d'après vous, son printemps arabe? Vladimir Poutine pourrait-il tomber? Je crois que le raccourci serait un petit peu rapide. Les conditions politiques de la Russie ne sont pas du tout celles des pays arabes, du Maghreb. Les conditions économiques aussi sont très différentes. Ils ont utilisé les réseaux sociaux et Internet. En ça, ils se rapprochent tout de même, les Russes, les jeunes Russes, cette jeunesse russe de la jeunesse arabe. Tout à fait. Nous aussi, nous utilisons les réseaux sociaux. Donc c'est un signe simplement de développement de la société. Non, il y a sans doute une montée de mécontentement. Il y a sans doute des difficultés politiques qui se profilent, mais je me hasarderais à éviter le parallèle entre la Russie et le monde arabe. Est-ce que Dmitri Medvedev a déçu parce que justement il incarnait l'homme moderne qui allait en tout cas approfondir la modernisation de la Russie? Peut-être que sur le plan économique, les réformes ne sont pas allées aussi loin et aussi vite que certains l'auraient souhaité au moment où Dmitri Medvedev, qui était quand même très jeune au moment où il a pris les fonctions de président, est arrivé au pouvoir. Voilà. De ce point de vue-là, certainement, il reste beaucoup à faire. Sur le plan politique, c'est plus difficile de se prononcer. Je crois que les conditions dans lesquelles Dmitri Medvedev est arrivé au pouvoir étaient assez délicates pour lui-même. Il aurait fallu, je pense, beaucoup de sens politique, de ressources pour pouvoir changer la donne telle qu'elle se présentait à ce moment-là. Il ne l'a pas fait. Ça peut être une déception évidemment pour ceux qui étaient ses partisans et qui espéraient un renversement complet de l'ensemble du contexte politique. Mais je crois que c'était très difficile de prédire au moment où Dmitri Medvedev est arrivé au pouvoir qu'il aurait les moyens de renverser véritablement la situation politique en sa faveur. Alors Hervé Druard, vous aidez les entreprises à s'installer en Russie. C'est vrai que le rapport de l'OCDE n'est pas tendre à l'égard de la Russie puisqu'il parle de corruption endémique, d'atonie de l'innovation, de faiblesse de l'investissement. Je cite donc le rapport. Qu'en pensez-vous? Avez-vous, cette expérience justement de la corruption russe? Et est-ce que c'est extrêmement difficile justement de pouvoir pénétrer finalement le marché russe? Alors, c'est relativement difficile de pénétrer le marché russe, mais je dirais, en vous écoutant, qu'on a plutôt, nous, le son de cloche inverse de nos clients et des entreprises françaises, puisque c'est surtout celles-là que nous accompagnons, quand elles y travaillent. C'est-à-dire qu'elles y font plutôt de bonnes affaires et d'affaires assez importantes. Hormis, évidemment, l'épisode crise, on va dire, de fin 2008 et 2009, qui a été effectivement plutôt marqué par une récession. Mais aujourd'hui, et sur toute la décennie 2000, donc la décennie, on va dire, de Poutine, il y a eu plutôt une recrudescence des exportations et une activité donc à l'import pour la Russie et notamment au profit de nos exportateurs qui a été plutôt forte. Il faut savoir effectivement aborder le marché russe, s'y rendre, être accompagné, être suivi par un partenaire local et avoir, je dirais, une forme de lobbying local pour pouvoir effectivement placer ses produits et s'y développer. Donc la corruption, elle existe, mais je crois on en a aussi toujours un peu un aperçu différent selon où on se place. Elle existe certainement d'abord dans tout ce qui peut être considéré comme des activités mafieuses, mais qui ne concernent pas nos entreprises qui exportent. Non, mais c'est vrai qu'on voit TNK-BP, par exemple, cette affaire où il y a eu l'expulsion du patron britannique de Russie. Bon, il y a évidemment l'affaire Khodorkovsky. Des problèmes de visa de travail, oui, tout à fait. Donc elle existe aussi effectivement dans de grands domaines stratégiques, qui sont d'ailleurs un des points clés liés à cette
cette future entrée justement de la Russie dans l'OMC, où c'était un des points bloquants, où l'accueil à l'investissement étranger est pas forcément favorisé par la Russie, notamment dans pas mal de secteurs dits stratégiques, dont notamment le pétrole et gaz. Donc plus dans les secteurs stratégiques, moins dans les secteurs de consommation courante, ce qu'on pourrait appeler de consommation courante. Julien Werkel, le pouvoir de Poutine finalement repose beaucoup sur la kleptocratie d'un côté et puis sur la rente pétrolière de l'autre. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que ce sont deux fondations qui sont fragiles et fragilisées en tout cas? C'est difficile de présenter les choses de cette manière-là. Je dirais que ce qui a été réalisé dans la dernière décennie par l'État russe, parce qu'on parle beaucoup de Vladimir Poutine, mais il y a toute une organisation qu'il faut mettre en place derrière l'État. Il a replacé l'État au centre du jeu. A été de replacer l'État au centre du jeu, l'État qui avait été évincé dans les années 90 du jeu économique, l'État qui se faisait complètement dicter ses conditions par le secteur privé, qui se faisait d'une certaine manière spolier aussi par le secteur privé. Et de ce point de vue-là, il a remarquablement réussi au début de son mandat, remettre l'État au centre du jeu. Le problème qui s'est posé ensuite, ça a été de garantir que ces institutions soient véritablement impartiales. Ces institutions qui étaient redevenues au centre du jeu soient impartiales. Et là, on est, avec la Russie, comme avec d'autres pays, y compris les pays des BRICS, dans une situation qui est encore très loin d'être satisfaisante du point de vue occidental que l'on peut porter sur ces pays-là. C'est vrai, Hervé Druard, quelles garanties peuvent avoir les entreprises quand elles s'installent en Russie? Est-ce que le système judiciaire fonctionne? Elles peuvent exercer un recours? Enfin, ça a l'air tout de même de ne pas être totalement transparent. Effectivement, c'est une des grandes difficultés effectivement qu'on soulignait. On a tendance souvent à dire qu'il vaut mieux essayer de trouver toujours un règlement amiable pour le règlement d'un litige qu'on peut avoir en Russie. En même temps, vous avez des zones en Russie, il n'y a pas que Moscou et le pouvoir central, vous avez des zones, des oblasts, qui sont bien plus accueillantes pour l'investissement et qui peuvent accueillir des investissements 100% étrangers. Vous pensez à quelle zone, par exemple? J'étais par exemple aujourd'hui aux Journées Russie, donc au Sénat, et on parlait beaucoup effectivement de l'oblast de Kalouga, donc qui est situé dans le sud de Moscou, à 200 km de Moscou, et qui accueille énormément d'investisseurs étrangers, notamment des Français comme Peugeot, avec une usine, Kuhn, dans le machinisme agricole, etc. Et là, les garanties seraient plus fortes que... Exactement, parce que vous y avez un accueil beaucoup plus favorable, vous avez une capacité à y développer un business, à y trouver des ressources, à y être chez vous, 100% chez vous, ce qui n'est pas toujours le cas, toujours ailleurs. Donc il faut être un peu mesuré par rapport effectivement à cette notion, même si c'est vrai que c'est une des difficultés. On le disait, il y a eu beaucoup d'efforts de fait depuis les années 2000 et d'ailleurs qui ont bien plu, je dirais, à l'Occident par rapport à la période Yeltsin en termes de réformes engagées, mais il reste un certain nombre de difficultés, notamment sur la véracité du droit et la capacité. Il y a encore des progrès à faire. En tout cas, la Russie entre dans l'OMC. Alors là, c'est un progrès. C'est 10 ans après la Chine. Il faut tout de même le rappeler. Pourquoi aujourd'hui la Russie remplit-elle les conditions d'entrée à l'OMC? La réponse est très simple. C'est simplement parce que les membres du groupe de travail, qui sont l'ensemble des pays qui ont participé aux négociations pour admettre ou ne pas admettre le candidat qui était la Russie à l'OMC, se sont mis d'accord pour considérer que les conditions proposées par la Russie à son accession étaient acceptables. Donc ça veut dire qu'elle s'est modernisée suffisamment, qu'elle va pouvoir maintenant accepter les règles du libéralisme que prône l'OMC? Voilà, il s'agit plus d'une définition des règles qu'une définition de la modernisation économique telle qu'on l'entend habituellement. Autrement dit, les règles du jeu économique telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui en Russie sont considérées par ses partenaires de l'OMC comme suffisamment proches des leurs. Et à partir de ce moment-là, il y a ouverture réciproque des marchés et il y a surtout participation à l'élaboration des règles communes du commerce. C'est à ça que sert l'OMC. Hervé Druard, ça va changer les choses pour vous, pour ces entreprises qui veulent justement s'installer en Russie? On dit que la Russie est rigide, dangereuse, enfin c'est l'image qu'elle projette. Juste avant de répondre à cette question, je dirais que l'entrée de la Russie dans l'OMC, c'est un peu un serpent de mer, parce que nous, on vit ce sujet-là depuis une vingtaine d'années, et vraiment depuis une dizaine d'années. C'est aussi surtout parce que la Russie, aujourd'hui, en a davantage envie qu'elle n'en avait envie il y a quelques années. Donc les conditions, effectivement, sont là, sont pas forcément nettement meilleures qu'auparavant, qu'il y a 2-3 ans, je dirais. Simplement, la crise a eu quand même un effet auprès de la Russie
Russie qui se rend compte qu'elle ne peut pas vivre uniquement sur la rente pétrolière et qu'elle doit davantage développer une industrie de PME, de PMI industrielle, etc. Et pour ça, elle a besoin d'acquérir des équipements à l'étranger, de faire venir des investisseurs, pas uniquement des grands groupes, mais des ETI. Ça va la tâche ? Exactement, oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Dernière question, Julien Vercueil. Il y a cette dépendance de la zone euro gazière et pétrolière à l'égard de la Russie. Et puis les Russes, donc, ont dit qu'ils pourraient participer à hauteur de 20 milliards d'euros auprès du FMI pour aider la zone euro. Est-ce que vous pensez qu'ils vont effectivement le faire ? On avait l'impression que les BRICS n'étaient pas très chauds sur justement une aide possible à des pays qui finalement sont plus riches qu'eux. C'est un petit peu l'argument évoqué. Je crois que sur ce point, il ne faut pas forcément raisonner en termes de BRICS, parce que chaque pays va avoir sa stratégie vis-à-vis de ce qu'il considère, Brésil, Russie, Inde, Chine. Chaque grand pays émergent va avoir sa propre stratégie. Donc la Russie va avoir la sienne. Et ce qu'il faut souligner, c'est que certes, l'Europe dépend des livraisons de gaz et de pétrole de la Russie, surtout de gaz, mais la Russie dépend énormément de la santé de son client européen, qui est son principal client. Du coup, il y a des intérêts bien compris des deux côtés. Donc du coup, il pourrait tout de même mettre la main à la poche. C'est votre avis aussi, Hervé Druat ? Tout à fait, d'autant que effectivement la Russie et l'Europe se tiennent un peu puisqu'ils sont partenaires imbriqués l'un avec l'autre et il ne faut pas non plus qu'il y ait une récession, je dirais, en Europe qui serait dommageable justement pour l'économie russe qui est plutôt quand même relativement florissante en ce moment en termes de croissance puisqu'on est plutôt sur des prévisions exactement de 3, 3,5, 4%. Donc ce qui est plutôt positif. Mais encore faut-il effectivement que l'Europe s'en sorte davantage qu'elle ne s'en sort aujourd'hui et d'où il n'y a pas un donnant-donnant, là on rentre dans l'OMC, mais en même temps on va vous aider. Il y a un peu de ça. Moi, je ne le crois pas du tout. Je pense que c'est simplement la prise de conscience par chacune des parties de l'intérêt que si son voisin s'enrhume, soi-même, on risque de tousser. Exactement. D'accord. Merci à tous les deux. Merci à Hervé Druat et merci à vous. Julien Vercueil. Merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Restez sur France 24.